Et si je vous disais que toute votre vie pourrait basculer à cause d'un secret enfoui que personne n'ose révéler, un secret capable de bouleverser vos certitudes, vos croyances et vos choix les plus intimes? Oseriez-vous écouter jusqu'au bout, même si la vérité vous dérange? Il y a une vérité que personne ne m'avait jamais dite, une vérité que j'ai découverte trop tard, en tant que médecin, en tant qu'homme, en tant que témoin de vie bouleversée du jour au lendemain. Chaque nuit, pendant que nous croyons nous abandonner paisiblement au sommeil, le cerveau d'un homme ou d'une femme, quelque part en France, est en train de jouer sa survie. Ce qui me frappe encore aujourd'hui, c'est que cela ne donne aucun avertissement, aucun signe. Pas de douleur dans la poitrine, pas de vertige, pas de fourmillement annonciateur. Rien. On s'endort tranquillement, comme on l'a fait des milliers de fois auparavant, et au réveil, si réveil il y a, quelque chose d'irréversible s'est produit. J'ai vu trop de visages marqués par cette brutalité silencieuse. Je me souviens de Jean, un ancien marin de la Marine nationale, fort, droit, fier de son indépendance. Il s'est couché comme chaque soir, les mains croisées sur la poitrine, sans oreiller, persuadé que c'était la meilleure façon de dormir. Le matin, sa femme l'a trouvé incapable de prononcer un mot, figé dans son propre corps comme prisonnier de lui-même. Un AVC, un caillot formé pendant la nuit, invisible, impitoyable. Tout cela à cause d'une habitude banale, répétée pendant des décennies. Et Jean n'est pas un cas isolé. Ce sont des centaines, des milliers de vies qui basculent chaque année à cause de ce que nous faisons sans y penser, la manière dont nous dormons. C'est ce paradoxe qui me hante. Le sommeil, censé réparer, protéger, guérir, peut devenir l'ennemi le plus intime, celui qui nous trahit au moment où nous sommes les plus vulnérables. Vous croyez peut-être que je dramatise, que j'exagère. Mais dites-moi, avez-vous déjà entendu que la position de votre tête, l'angle de votre cou ou la couverture que vous tirez jusqu'au menton pouvait décider si vous parleriez encore demain, si vous marcheriez encore, si vous reconnaîtriez encore les visages de ceux que vous aimez? C'est choquant, je le sais. Moi-même, lorsque j'ai commencé à observer ces cas à l'hôpital, j'ai eu du mal à y croire. Et pourtant, les scanners, les dossiers, les histoires humaines se succédaient. Les mêmes schémas, les mêmes habitudes nocturnes, les mêmes tragédies au petit matin. Imaginez, vous fermez les yeux, tout va bien. Vous vous endormez dans le confort rassurant d'une routine que vous pratiquez depuis toujours. Puis à l'aube, votre vie n'est plus la même. Votre bouche refuse de former des mots, votre bras reste inerte, votre esprit flotte dans la confusion. Et tout cela sans aucune douleur préalable, sans aucun signal d'alarme. Voilà le piège. Voilà le danger. Je vais vous dire quelque chose d'encore plus troublant. Ce n'est pas lié à une alimentation trop riche, à des années de tabac ou à un manque d'exercice. Bien sûr, ces facteurs comptent, mais ce n'est pas d'eux dont je veux vous parler aujourd'hui. Non. Ce qui tue en silence, c'est quelque chose de beaucoup plus discret, de beaucoup plus intime, de tellement quotidien que nous ne le remettons jamais en question. Nos habitudes de sommeil. J'ai accompagné des patients qui avaient vécu des guerres, des maladies, des deuils et qui s'en étaient toujours relevés. Mais un détail aussi banal qu'une nuit passée sur le dos, sans oreiller ou avec la terre foncée sous une lourde couverture, a suffi à les briser à jamais. C'est insupportable à voir, et c'est pourquoi je vous parle aujourd'hui, pas pour vous faire peur gratuitement, mais pour que vous sachiez, pour que vous puissiez agir. Parce que ce qui m'arrache le cœur, c'est que ces AVC nocturnes sont évitables. Oui, évitables. Je vous promets que ce que vous allez vous entendre dans cette vidéo peut littéralement sauver une vie. Peut-être la vôtre, peut-être celle d'un parent, d'un ami, de votre conjoint. Parce que ce sont souvent les personnes que nous aimons le plus qui dorment chaque soir dans une position qui les mène droit vers le désastre, sans le savoir. Et si vous ne me croyez pas encore, restez jusqu'au bout, car je vais vous révéler les 9 habitudes de sommeil les plus dangereuses. Celles que je rencontre le plus souvent chez mes patients après 60 ans. 9 habitudes qui paraissent inoffensives, confortables, rassurantes, mais qui déclenchent des catastrophes silencieuses. Avant de continuer, je vais vous demander une chose simple. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Non pas pour flatter mon ego, mais parce que c'est le seul moyen de m'aider à continuer ce travail.
à produire des vidéos qui peuvent éveiller les consciences et peut-être un jour sauver quelqu'un que vous aimez. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque partage est une pierre posée sur le chemin de la prévention. Et croyez-moi, ce chemin, nous devons le tracer ensemble. Maintenant, je veux vous poser une question simple mais essentielle, qui exige que vous réfléchissiez vraiment. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour un cerveau vieillissant pendant le sommeil? A. L'absence de médicaments contre l'hypertension, juste pour une nuit. B. La position du corps et de la tête dans le lit, répétée chaque soir pendant des années. Écrivez votre réponse dans les commentaires. A ou B. Je veux lire vos avis. Je veux que nous échangions, parce que c'est ainsi que l'on prend conscience. Et vous verrez, la vérité est souvent plus dérangeante que ce que l'on croit. Quand je repense à toutes ces nuits passées à veiller dans les services d'urgence neurologique, il y a une vérité que je ne peux plus ignorer. La manière dont nous dormons façonne notre destin, silencieusement. J'ai vu trop de vies basculer à cause d'habitudes si anodines qu'on n'imaginerait jamais leur pouvoir destructeur. Dans cette partie, je veux vous parler des 5 positions de sommeil qui, à mes yeux de médecin et de témoin, représentent les menaces les plus redoutables pour un cerveau vieillissant. Et je vais le faire non pas en énumérant froidement des faits médicaux, mais en vous confiant des histoires, des visages, des souffrances qui hantent encore ma mémoire. La première image qui me revient est celle de Jean Dupont, ancien marin à Paris. C'était un homme robuste qui avait traversé des tempêtes et affronté la dureté de la mer. Mais chaque nuit, il s'allongeait sur le dos, les mains croisées sur la poitrine, sans oreiller. Pour lui, c'était une habitude héritée de sa jeunesse militaire, une manière de dormir qu'il trouvait disciplinée. Pourtant, ce simple détail lui a coûté sa liberté de parler. Cette nuit-là, en dormant totalement à plat, son sang a stagné. Les veines de son cou n'ont pas drainé correctement et un caillot s'est formé dans une artère cérébrale. Au petit matin, il n'était plus le même. Quand je l'ai vu, j'ai senti l'injustice de ce piège. Comment un homme qui avait survécu à tant d'épreuves pouvait-il être terrassé par une position de sommeil? C'est dans ses yeux que j'ai compris qu'aucune habitude n'est trop petite pour être dangereuse après 70 ans. Puis il y a eu Marie Dubois, une institutrice de Lyon. Toute sa vie, elle s'était endormie sur le ventre, la tête tournée sur le côté. Elle disait que cela l'apaisait, qu'elle se sentait comme protégée. Mais à 82 ans, ce choix est devenu fatal. Le matin où sa fille l'a trouvée incapable de marcher droit, son équilibre rompu, j'ai vu sur le scanner l'impact brutal d'un AVC du cervelet. Pourquoi? Parce que son cou, tordu nuit après nuit, avait comprimé les artères vertébrales qui alimentent la zone du cerveau responsable de la coordination. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement la gravité de la situation, mais la douceur apparente de l'habitude qui l'avait conduite là. Un geste rassurant, familier, transformé en menace invisible. Je n'oublierai jamais non plus Richard Moreau, un retraité de Bordeaux, qui aimait se blottir sous une lourde couverture, la tête complètement enfouie. Pour lui, c'était un refuge contre le froid et contre le monde. Mais son cocon est devenu une prison. L'air qu'il respirait chaque nuit s'appauvrissait en oxygène, saturé de son propre dioxyde de carbone. Une nuit, son cerveau a cédé. Lorsqu'on me l'a amené, il était groggy, incapable de répondre, victime d'un micro-AVC déclenché par cette suffocation lente et silencieuse. En le regardant, je me suis dit que le confort n'est pas toujours synonyme de sécurité. Son histoire m'a appris que le sommeil n'est pas seulement une question de chaleur et de repos, mais aussi une affaire de respiration et d'oxygénation. Il y avait aussi Barbara Lefebvre, une fleuriste de Marseille qui avait cessé de dormir dans son lit après une opération de la hanche. Elle avait trouvé du réconfort dans son fauteuil inclinable. Elle me disait que la position semi-assise lui faisait moins mal, qu'elle s'endormait plus facilement ainsi. Mais les années ont transformé ce fauteuil en piège. Le sang, attiré par la gravité, stagnait dans ses jambes, formant lentement des caillots. Une nuit, l'un d'eux a remonté vers son cerveau. Quand sa fille l'a découvert confuse et incapable de bouger sa main gauche, il était déjà trop tard. En l'écoutant me dire qu'elle avait juste voulu dormir sans douleur, j'ai ressenti à quel point nous ignorons le prix caché du confort.
J'ai compris que même la recherche d'un soulagement peut mener à un danger mortel si elle s'installe comme routine. Enfin, il y a l'histoire d'Éric Martin, vétéran de Toulouse. Pour lui, la seule manière de s'endormir depuis des décennies était de se coucher sur le côté droit, avec le bras glissé sous l'oreiller. C'était sa position naturelle, celle qu'il adoptait presque sans réfléchir. Mais cette position, répétée nuit après nuit, comprimait son artère carotide et ralentissait son flux sanguin cérébral. Le matin où sa femme l'a trouvé à moitié hors du lit, incapable de bouger sa jambe gauche, il avait déjà subi un AVC massif. Quand il a repris connaissance, il m'a dit d'une voix brisée: « Je croyais que dormir ainsi me protégeait. Je ne savais pas que ça me détruisait. » C'est dans ce moment de vérité que j'ai saisi toute la cruauté de ses habitudes. Ce n'est pas la douleur qui les trahit, mais leur silence. Ce que je veux que vous compreniez à travers ces histoires, c'est que ces positions de sommeil, si banales et si familières, sont des menaces cachées. Elles n'envoient pas de signaux, elles n'alertent pas, elles ne préviennent pas. Elles se contentent de miner la circulation sanguine nuit après nuit, jusqu'à ce qu'un matin, tout bascule. J'ai vu des hommes forts, des femmes élégantes, des esprits brillants, réduits à la dépendance parce qu'ils n'avaient jamais imaginé que leur oreiller, leur couverture ou leur fauteuil pouvaient devenir leurs ennemis. Ce qui me bouleverse encore aujourd'hui, c'est que tout cela aurait pu être évité. Il aurait suffi d'un léger changement, relever la tête de quelques centimètres, choisir un oreiller adapté, éviter de s'enfouir sous la couette, préférer le côté gauche au côté droit, retourner dans un lit plutôt que s'abandonner au fauteuil. De petites décisions presque insignifiantes, mais qui auraient épargné des vies entières de souffrance. En tant que médecin, j'ai souvent eu le sentiment d'arriver trop tard. Mais en tant qu'homme, je crois qu'il n'est jamais trop tard pour prévenir. Voilà pourquoi je raconte ces histoires. Voilà pourquoi je vous demande d'écouter jusqu'au bout. Parce que ce que j'ai vu, je ne veux pas que vous ou vos proches le viviez. Ces 5 habitudes de sommeil ne sont pas seulement des choix personnels, ce sont des lignes de vie. Et tant que vous ne les modifiez pas, vous jouez chaque nuit à la loterie la plus cruelle qui soit. Celle où la mise, c'est votre mémoire, votre parole, votre indépendance. Je vous le dis avec tout le poids de mon expérience. Ne sous-estimez jamais la façon dont vous dormez. Ce n'est pas une question de confort, c'est une question de survie. Je me souviens encore de cette nuit glaciale où j'ai croisé le regard de Nancy Laurent, une femme de 76 ans, ancienne professeure de piano à Nice. Elle était allongée sur son lit d'hôpital. Ses doigts tremblaient légèrement, comme s'il voulait encore courir sur un clavier invisible. Son mari m'avait confié qu'elle se tournait sans cesse dans son sommeil, incapable de trouver le repos. Pour eux, c'était devenu une habitude banale du vieillissement. Les réveils fréquents, les mouvements incessants, la fatigue matinale. Mais ce que j'ai vu sur ces examens m'a glacé le sang. Ce n'était pas seulement de l'insomnie, c'était le cerveau qui envoyait un signal de détresse. Chaque retournement, chaque agitation avait interrompu la circulation sanguine, provoquant de minuscules stagnations. Et une nuit, le destin a frappé. Un petit caillot, formé dans le silence de son agitation nocturne, avait fini par obstruer un vaisseau. Ce matin-là, elle s'est réveillée avec des mots brouillés et une main qui refusait de lui obéir. Je me suis alors demandé combien d'entre nous ignorent ces signes. Nous croyons qu'un sommeil agité est normal avec l'âge, que les nuits fragmentées sont inévitables. Mais en réalité, ce sont parfois les premiers avertissements d'un cerveau qui lutte pour garder son équilibre. L'agitation n'est pas toujours une simple gêne. Elle peut être le prélude d'un accident vasculaire silencieux. Henri Dubreuil, 72 ans, ancien électricien de Lille, m'a appris une autre leçon. Lui n'était pas agité, il avait simplement oublié. Un soir, absorbé par un match de football, il n'a pas pris son comprimé contre l'hypertension. « Ce n'est pas grave, je le prendrai demain », s'était-il dit. Le lendemain matin, sa femme l'a trouvé incapable d'articuler une phrase. Le caillot avait déjà fait son œuvre. Quand je l'ai vu, il me regardait avec une lueur d'incompréhension, comme s'il ne pouvait pas admettre qu'un simple oubli, une seule pilule sautée, ait pu bouleverser sa vie. Et pourtant, le cerveau ne pardonne pas ses absences.
La nuit, quand la pression sanguine devrait être contrôlée par le traitement, le corps livré à lui-même s'emballe. Chez les plus jeunes, l'organisme compense. Mais à partir de 60 ans, les artères sont rigides, le sang plus épais, la marge d'erreur est réduite à presque rien. Je n'oublierai jamais non plus Loretta Petty, une infirmière retraitée de Strasbourg. Elle avait toujours aimé dormir fenêtre ouverte, même en hiver. Pour elle, l'air frais de la nuit était un gage de santé. Mais son oreiller, trop plat, laissait son cou se plier vers l'avant. Une combinaison fatale. Le froid resserrait ses vaisseaux et la posture comprimait ses artères vertébrales. Le matin, son fils la trouvait incapable de se lever, les yeux perdus, la voix brisée. Son tronc cérébral, la zone la plus fragile, avait été frappé par un caillot. En entendant son histoire, j'ai compris combien nous sous-estimons l'environnement dans lequel nous dormons. Nous parlons souvent de la qualité du matelas, rarement de la température, et presque jamais de l'angle du cou. Pourtant, ces détails façonnent la circulation nocturne autant que n'importe quel médicament. Et puis il y a eu Gérard Lambert, 74 ans, agriculteur de Bordeaux. Je me souviens du récit de son épouse, encore bouleversée. Ils avaient passé une belle soirée de fête, un dîner copieux, riche en viande, fromage et pâtisserie, arrosé de quelques verres d'Armagnac. Gérard s'était couché le cœur léger, satisfait, endormi d'un sommeil qu'il croyait réparateur. Mais à 4 heures du matin, elle l'a trouvé inerte, le visage figé. L'examen a montré un AVC massif, conséquence d'une digestion lourde et de l'effet de l'alcool sur ses vaisseaux. Ce qui m'a marqué, c'est cette contradiction, ce moment de convivialité, de plaisir, si typique de notre culture française, avait ouvert la porte à une tragédie. Le sang, épaissi par les graisses et déshydraté par l'alcool, avait trouvé l'occasion de se coaguler dans ses artères cérébrales. Ces histoires, mises bout à bout, me rappellent que les dangers du sommeil ne se limitent pas aux positions de Fields. Ils se cachent dans les gestes que nous croyons sans conséquence. Un mouvement répété, une pilule oubliée, une fenêtre entr'ouverte, un repas trop tardif. Ce sont des détails du quotidien, si ordinaires qu'ils échappent à notre vigilance, mais qui pèsent lourdement sur le destin de notre cerveau. Ce qui me touche le plus, ce n'est pas seulement la douleur des patients, mais la surprise dans leurs yeux. Ils me demandent tous la même chose. Pourquoi moi? Et je n'ai pas toujours de réponse simple, si ce n'est celle-ci. Le corps vieillit, et ce qui semblait anodin à 30 ans devient dangereux à 70. Ce qui était toléré hier peut devenir fatal aujourd'hui. Quand je pense à Nancy, à Henri, à Loretta, à Gérard, je ressens la même urgence. Nous devons changer notre regard sur le sommeil. Ce n'est pas seulement un temps de repos, c'est un espace fragile où chaque détail compte. Les mouvements nocturnes, les médicaments, la température, l'alimentation, tout cela dessine un équilibre précaire. Et quand cet équilibre se rompt, le prix à payer est immense. Je vous raconte ces histoires parce que je veux que vous les portiez avec vous. La prochaine fois que vous verrez un proche se retourner sans cesse dans son lit, ou négliger son traitement, ou dormir fenêtre ouverte par grand froid, souvenez-vous de Nancy, d'Henri, de Loretta. La prochaine fois que vous partagerez un repas tardif bien arrosé, souvenez-vous de Gérard. Et demandez-vous, est-ce que ce geste vaut vraiment le risque? J'ai appris que la prévention ne commence pas à l'hôpital. Elle commence dans la chambre à coucher, dans la routine du soir, dans ces petits choix qui paraissent insignifiants. Si vous avez plus de 60 ans, ou si quelqu'un que vous aimez en a, rappelez-vous que chaque nuit est un test. Vous pouvez laisser les habitudes vous diriger vers le danger, ou bien vous pouvez reprendre le contrôle et offrir à votre cerveau la protection qu'il mérite. C'est pour cela que je parle aujourd'hui avec gravité, mais aussi avec espoir, parce que ces facteurs de risque additionnels ne sont pas une fatalité. Ils sont modifiables. Nous pouvons les corriger. Nous pouvons choisir de rester attentifs, de ne pas ignorer les signaux, de respecter nos traitements, d'adapter notre environnement. Le sommeil n'a pas à être un piège. Il peut redevenir ce qu'il aurait toujours dû être. Un refuge sûr, un espace de réparation, une promesse de lendemain. Et si je partage tout cela, c'est parce que je crois que le savoir sauve. J'aurais aimé que Nancy sache, que Henri sache, que Loretta et Gérard sachent. Mais il n'est pas trop tard pour vous. Ce que vous faites ce soir peut changer ce qui arrivera demain matin.
Voilà la vérité que je veux vous transmettre, non pas pour vous effrayer, mais pour vous armer. Parce que le cerveau, même vieillissant, mérite qu'on le protège avec toute l'attention qu'on accorde à ce que nous aimons le plus. Quand je repense à toutes les nuits que j'ai passées à observer mes patients, il y a une conviction qui s'est imposée à moi. La plupart des accidents que j'ai vus auraient pu être évités. Ce n'est pas une phrase prononcée à la légère, ni une promesse creuse. Je le crois profondément parce que j'ai vu de mes propres yeux comment de simples ajustements, parfois minuscules, ont suffi à protéger des vies. Pendant longtemps, nous avons cru que la médecine était avant tout affaire de médicaments, de chirurgie, de gestes héroïques. Mais je sais maintenant que la prévention commence dans les détails les plus intimes. Un oreiller bien choisi, un verre d'eau avant le coucher, un repas terminé un peu plus tôt, un rituel respecté chaque soir. C'est dans ces gestes simples que se cache une part immense de notre survie. Je me souviens d'Anne, 79 ans, une ancienne couturière de Lyon. Elle avait subi un petit accident ischémique transitoire. Rien de très visible au premier abord, mais elle sentait que quelque chose avait failli se rompre. Elle m'a dit « Docteur, je ne comprends pas. Je fais attention à ce que je mange. Je marche chaque jour. Pourquoi est-ce que cela m'est arrivé ?» Quand je suis allé chez elle, j'ai compris. Son lit était placé contre une fenêtre ouverte sur les nuits froides du Rhône. Son oreiller s'affaissait au point de laisser son cou se plier. Chaque nuit, sans s'en rendre compte, elle compressait ses artères. Je lui ai conseillé de changer son oreiller pour un modèle ergonomique, de fermer la fenêtre et de maintenir la chambre à 19 degrés. Ce geste si banal a transformé son sommeil. Elle m'a écrit quelques mois plus tard pour me dire qu'elle se réveillait reposée pour la première fois depuis des années. Je crois que cette histoire m'a marqué parce qu'elle m'a rappelé que la prévention n'est pas faite de grands sacrifices, mais de corrections fines qui redonnent au corps la possibilité de se protéger lui-même. Je pense aussi à Paul, un ancien professeur de Bordeaux. Sa femme m'avait appelé, inquiète, parce qu'il oubliait régulièrement sa pilule contre l'hypertension. Il s'endormait devant la télévision, le médicament posé sur la table de nuit intact. Après un AVC léger, il a accepté de mettre en place un pilulier avec alarme sonore. Depuis, il n'a plus jamais oublié. Cela m'a rappelé que l'esprit, surtout avec l'âge, n'est pas infaillible, mais que la discipline peut être soutenue par des outils simples. L'erreur, ce n'est pas d'avoir besoin d'aide, c'est de croire qu'on peut se reposer sur la mémoire seule, alors que le cerveau lui-même est plus fragile. Chaque soir, ce petit rappel sonore est devenu pour lui un filet de sécurité invisible. Je n'oublierai jamais non plus la confession de Madeleine, 74 ans, qui aimait les grands dîners conviviaux. Elle se couchait toujours aussitôt la table quittée, avec encore le goût du vin sur les lèvres. Après une nuit dramatique où son cœur s'est emballé, je lui ai expliqué que la digestion et l'alcool transforment le sang, qu'ils créent une tempête silencieuse dans les vaisseaux. Elle a appris à déplacer ses repas festifs plus tôt dans la journée, à boire de l'eau après chaque verre de vin et à s'accorder 2 heures avant de s'allonger. Elle m'a dit plus tard, « Ce n'est pas que j'ai perdu le plaisir de la table, j'ai gagné le plaisir du lendemain. » Cette phrase résume peut-être tout. Prévenir, ce n'est pas s'interdire de vivre, c'est ajuster pour continuer à vivre pleinement. Au fil des années, j'ai compris que le sommeil devait être pensé comme un rituel de protection. Je conseille toujours à mes patients de s'allonger sur le côté gauche, non par caprice, mais parce que cette position allège le travail du cœur et favorise une circulation plus harmonieuse vers le cerveau. Je leur dis de choisir un oreiller qui soutient la nuque comme une main bienveillante, ni trop ferme, ni trop mou. Je leur explique qu'une chambre doit être un cocon tempéré, ni glaciale, ni étouffante. Je les encourage à transformer les gestes du soir en promesses silencieuses à eux-mêmes. Boire un verre d'eau, respirer profondément, laisser les écrans de côté. Ce sont des détails, mais je sais que ce sont ces détails qui décident parfois du lendemain. Je repense à Jacques, un vétéran de Toulouse. Il avait l'habitude de dormir dans son fauteuil depuis des années, convaincu que cela soulageait son dos. Après son AVC, il a accepté de réessayer le lit,
mais avec un coussin en pente douce qui relevait légèrement son buste. Quand je l'ai revu, il m'a serré la main et m'a dit « Je n'aurais jamais cru que retourner dans un lit pouvait sauver ma vie. » Dans son sourire, j'ai lu la preuve que même les habitudes les plus ancrées peuvent être modifiées si l'on comprend ce qui est en jeu. Je crois que le plus grand défi de mon métier n'est pas de soigner les AVC, mais de convaincre qu'ils peuvent être évités. Parce que tant que nous pensons que le destin est inévitable, nous restons prisonniers de nos habitudes. Mais dès que nous comprenons que chaque geste du soir est une décision pour ou contre notre cerveau, nous retrouvons un pouvoir immense. C'est cela que je veux transmettre, la capacité de reprendre la main, même à 70 à 80 ans. La vieillesse n'est pas une condamnation à subir, elle est un appel à être plus attentif, plus tendre envers soi-même. Quand je marche le soir dans les couloirs vides de l'hôpital, je pense à tous ceux qui dorment déjà, inconscients du risque ou de la chance qu'ils se donnent. Certains s'enfoncent dans des positions qui les trahissent. D'autres, grâce à un oreiller, une gorgée d'eau ou une discipline retrouvée, protègent leur avenir. Et je me dis que la différence entre ces deux destins tient à si peu de choses. La prévention n'est pas spectaculaire, mais elle est puissante. Elle est humble, mais elle sauve. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui, retenez ceci. Vous avez le choix. Chaque soir, avant de fermer les yeux, vous pouvez décider de faire du sommeil un allié plutôt qu'un ennemi. Vous pouvez offrir à votre cerveau l'espace, l'air, la stabilité dont il a besoin. Et ce choix, si simple, peut préserver ce qui fait de vous la personne que vous êtes. Vos mots, vos souvenirs, vos gestes, vos rêves. Parce que le sommeil à cet âge de la vie n'est plus seulement une pause, c'est un pacte avec demain. Et c'est à vous de décider si ce pacte sera trahi ou respecté. Il m'arrive souvent, dans mes moments de silence, de regarder en arrière et de contempler le chemin parcouru. Ce n'est pas seulement un récit d'expériences accumulées ou d'épreuves traversées, mais plutôt une révélation intime. Tout ce qui s'est présenté sur ma route avait un sens, même quand je n'étais pas encore capable de le comprendre. Je réalise à quel point la vie a cette étrange manière de nous enseigner, parfois par la douleur, parfois par la grâce, que chaque instant recèle une vérité cachée, un appel à grandir, à devenir davantage que ce que nous croyons être. Et c'est précisément dans ces moments de recul que j'ai compris que la quête du bonheur ne se trouvait pas dans un idéal lointain, mais dans la profondeur de chaque pas posé avec conscience. J'ai longtemps pensé que l'accomplissement viendrait à travers des succès visibles, une reconnaissance extérieure, ou encore cette stabilité matérielle que l'on nous apprend à rechercher dès l'enfance. Mais plus j'avançais, plus je me rendais compte que ces promesses ne suffisaient pas à apaiser ce vide silencieux qui surgissait parfois au cœur des nuits. C'est alors que j'ai découvert une vérité essentielle. Le véritable accomplissement est moins une destination qu'une manière d'habiter le présent. Quand je me suis autorisé à ressentir pleinement ce que je vivais, la joie fragile d'un lever de soleil, le frisson d'une parole sincère, le poids doux d'une main dans la mienne, j'ai compris que j'étais déjà là où je devais être. Le bonheur ne m'attendait pas demain, il respirait avec moi dans chaque souffle que je prenais. Ce constat a bouleversé mon rapport au temps. Au lieu de courir après ce qui m'échappait, j'ai commencé à écouter. Écouter les silences, écouter mon corps, écouter ce que la vie me murmurait à travers des détails que je négligeais. Je me suis aperçu que je passais à côté de l'essentiel, parce que j'étais trop occupé à anticiper ou à regretter. En changeant ce regard, j'ai appris que la gratitude est peut-être la plus puissante des clés. Non pas une gratitude superficielle, récitée comme une prière mécanique, mais une gratitude incarnée, qui transforme la manière dont on accueille chaque moment, même le plus banal. Quand j'ai commencé à remercier pour les petites choses, un univers entier s'est ouvert à moi, révélant que rien n'était insignifiant, que tout faisait partie d'un tissu invisible qui me soutenait. Mais ce chemin n'était pas dénué de contradictions. Plus j'approfondissais cette quête intérieure, plus je sentais la tension entre l'appel du monde extérieur et la voix intérieure. Les obligations, les attentes des autres, la pression sociale me ramenaient sans cesse à cette peur de ne pas en faire assez, de ne pas être assez.
J'ai compris alors que l'accomplissement n'est pas seulement un état de paix, mais aussi un acte de courage. Le courage de dire non, le courage de rester fidèle à soi-même, le courage de choisir le chemin qui résonne, même s'il est incompris. Cette lucidité m'a souvent coûté des relations, parfois des opportunités. Mais elle m'a rendu ma liberté. Et dans cette liberté, j'ai trouvé une joie indomptable. Chaque étape de cette transformation m'a enseigné que l'accomplissement ne peut se réduire à des acquisitions matérielles ou à des titres honorifiques. Il réside dans la capacité à créer une cohérence entre ce que je suis profondément et la manière dont je vis. C'est comme si la vie me demandait sans cesse « Es-tu aligné ?» Et chaque fois que je m'écartais, elle me rappelait, par une souffrance, une perte, une déception, que je devais revenir à moi. J'ai appris à voir ces moments non plus comme des échecs, mais comme des invitations à purifier mes intentions, à réajuster ma trajectoire, à m'ancrer davantage dans ce qui a vraiment du sens. Avec le temps, j'ai aussi découvert que le vrai accomplissement ne se vit pas seul. Il trouve sa plénitude dans le partage. Que vaut une victoire si elle ne peut être célébrée à plusieurs? Que vaut une vérité si elle reste enfermée dans le silence? Plus je donnais mon temps, mon attention, ma bienveillance, plus je recevais en retour une richesse qui dépassait tout ce que j'aurais pu acheter. J'ai vu dans les yeux de ceux que j'aidais une lumière qui me rappelait pourquoi j'étais là. L'accomplissement, c'est aussi cela. Être un canal par lequel la vie circule, transmettre quelque chose qui dépasse l'ego, laisser derrière soi une trace qui ne s'efface pas. Aujourd'hui, si je devais résumer ce long voyage, je dirais que l'accomplissement véritable est un art de vivre. C'est l'art de transformer la fragilité en force, le doute en tremplin, la douleur en sagesse. C'est l'art de faire de chaque instant un lieu de rencontre avec soi-même et avec le monde. Et c'est surtout l'art de comprendre que nous n'avons pas besoin d'attendre demain pour être accomplis. Nous le sommes déjà, dès que nous acceptons de regarder la vie avec les yeux du cœur. Quand je ferme les yeux et que je respire profondément, je sens que tout est là. Je n'ai rien à prouver, rien à conquérir, rien à courir. Tout ce que je cherchais était déjà présent en moi, caché sous les couches de peur, de conditionnement, d'illusion. Mon seul travail est de révéler cette vérité, de la laisser s'exprimer dans mes gestes, dans mes paroles, dans mon silence. Voilà pour moi la quintessence de l'accomplissement. Être pleinement vivant, ici et maintenant, en harmonie avec soi, avec les autres et avec l'infini qui nous enveloppe. Il est étrange de constater à quel point la vie nous amène, tôt ou tard, à regarder en arrière et à chercher un fil conducteur entre nos échecs, nos victoires, nos pertes et nos renaissances. Quand je repense au chemin parcouru, je réalise que rien n'a été laissé au hasard, même les moments qui me semblaient à l'époque insensés ou cruels. Chaque douleur avait une leçon cachée, chaque détour une direction secrète. J'ai compris que le véritable art de vivre ne consiste pas à éviter les tempêtes, mais à apprendre à y danser, à s'y adapter, à transformer la pluie en source de force. Le plus étonnant, c'est que le bonheur ne réside pas dans les grandes conquêtes extérieures, mais dans la capacité à donner un sens à chaque instant, même le plus ordinaire. Une tasse de café partagée, un sourire échangé, une minute de silence avec soi-même peuvent, lorsqu'on les regarde avec gratitude, devenir les plus beaux trésors. J'ai longtemps cru que la réussite se mesurait à ce que l'on possédait ou à la reconnaissance des autres. Mais plus je vieillis, plus je comprends que la vraie richesse, c'est de rester fidèle à soi-même, d'oser choisir sa propre voie, même lorsqu'elle est solitaire et incomprise. Il y a, dans cette recherche intérieure, une invitation constante à se dépouiller de ce qui n'est pas essentiel. Trop souvent, nous encombrons notre vie d'illusions, de comparaisons, de peurs héritées, comme si nous avions oublié que le temps nous est compté. Chaque jour que nous passons à courir derrière ce que nous n'aimons pas, c'est une part de nous que nous perdons à jamais. Alors j'ai décidé de simplifier, de recentrer mon énergie sur ce qui nourrit mon âme, les relations authentiques, la création, l'apprentissage et le partage. Si je devais donner une seule clé, ce serait celle-ci. Ne laissez jamais la peur dicter vos choix. La peur vous chuchote toujours que vous n'êtes pas assez, que vous allez échouer, que les autres vous jugeront.
Mais chaque fois que j'ai osé aller au-delà de cette voie intérieure limitante, j'ai découvert un espace de liberté immense, presque infini. C'est là que l'on se sent véritablement vivant. Car c'est là que l'on retrouve sa puissance intérieure. La leçon que j'en retire est simple et profonde à la fois. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on attend de l'extérieur. Il est une création quotidienne, un acte de conscience. Nous avons tous le pouvoir de réécrire notre histoire, de redonner un sens à nos journées, de semer des graines qui porteront des fruits demain. Mais pour cela, il faut commencer aujourd'hui, dans le concret, dans de petites actions cohérentes avec nos valeurs. Alors, chers spectateurs, je vous invite à réfléchir. Quel est, selon vous, le plus petit geste que vous pourriez poser dès aujourd'hui pour rendre votre vie plus alignée avec vos véritables désirs? Partagez votre réponse dans les commentaires, car vos mots pourront inspirer d'autres personnes qui cherchent elles aussi leur lumière. Et si ce message résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines réflexions que je partagerai avec cœur. Si vous souhaitez soutenir ce travail et m'encourager à continuer à produire des contenus profonds et utiles, vous pouvez aussi faire un petit don. Chaque geste compte et me donne la force de poursuivre cette mission. Merci d'avance pour votre présence et votre soutien.